Voici, j'ai un fossile en main. C'est un fossile de poisson, comme vous pouvez le voir, conservé dans une pierre qui a été coupée en deux par le milieu. Il existe des millions de fossiles de plantes et d'animaux partout sur la Terre. Ces animaux et plantes étaient vivants, bien sûr, et sont morts. Généralement, rapidement et brusquement, de telle sorte qu'ils ont été préservés. Normalement, un animal ou une plante, lorsqu'il ou elle meurt, est oxydé par des bactéries et puis disparaît. Mais ceux-ci ont été préservés dans des circonstances spéciales. Ils ont été déposés dans l'eau et sont devenus des fossiles. Notre propos aujourd'hui est d'observer ces fossiles et de voir ce qu'ils peuvent nous apprendre sur l'histoire de la vie sur la Terre. Notre monde renferme de nombreux témoins silencieux des âges passés. Non seulement des témoignages du passé de l'homme, mais aussi de la Terre elle-même. Des montagnes majestueuses surgies de terre par des forces incroyables. Des œuvres d'art créées par le vent et l'eau. Des sculptures gravées d'une beauté immense et époustouflante. Ces témoignages sont silencieux et ne s'expriment pas par des paroles. Mais si vous écoutez avec attention et avec patience, ils vous raconteront leur histoire. Tout comme des briques mises en place par un maître maçon, les couches de la terre se présentent empilées les unes sur les autres, formant de fantastiques structures qui montent vers le ciel. Et dans ces couches, nous retrouvons les meilleurs conteurs d'histoire. Des milliers, des millions de fossiles. Des restes pétrifiés de plantes et d'animaux qui furent un jour vivants. Voici des fossiles de milliers de dinosaures enterrés dans un immense cimetière presque immédiatement recouvert de boue et de sable. Ainsi, leurs os n'ont pas pu se décomposer et pourrir. Ils ont été fossilisés. En observant les restes, après les avoir délicatement séparés de la pierre qui les entoure, nous pouvons avoir une bonne idée de ce qu'était leur solidité et leur taille. Ce poisson, comment est-il arrivé jusqu'ici et comment, dans un passé lointain, a-t-il pu être prisonnier de la pierre? Si vous avez un aquarium à la maison, vous avez sans doute fait cette triste expérience. L'un de vos poissons meurt, flotte à la surface et se décompose rapidement. Dans la nature, bien sûr, il y a d'autres façons de mourir. Celle-ci ou une autre. En très peu de temps, il n'y a plus rien. À moins que quelque chose d'inattendu se produise. À moins que, par exemple, le poisson soit étouffé d'un seul coup par une énorme quantité de boue et de sable. Ensuite, il peut être pétrifié et devenir un fossile en peu de temps. Seule une inondation à l'échelle de la planète peut expliquer correctement le nombre si important de fossiles que nous trouvons. Parmi les millions de fossiles qui ont été trouvés, les scientifiques ont essayé de mettre de l'ordre en les classant. Cette classification est celle qu'on appelle la soi-disant colonne géologique. La première couche qui se serait déposée sur la roche de base cristallisée est la couche précambrienne. Ensuite, vous avez la couche cambrienne, puis la couche triassique, enfin la couche quaternaire, celle où vous trouvez des fossiles humains. En fait, il est très important de pouvoir dater les fossiles qui ont été trouvés. Cela est fait à l'aide de la méthode de l'index des fossiles. On a découvert que, disons dans la couche cambrienne, on trouve toujours les trilobites.
Les fossiles qui sont typiques sont appelés fossiles de faciès et sont datés d'après la position qu'ils occupent dans la colonne géologique. Le problème est que vous ne pouvez pas toujours, ou vous pouvez rarement, trouver une colonne comme celle-ci. Aussi devons-nous avoir une autre méthode de datation de la colonne. Comment les évolutionnistes déterminent-ils l'âge de ces fossiles de pierre? Quelle méthode utilisent-ils par exemple pour dater l'âge de ces os de dinosaures? Ont-ils vraiment des millions d'années, comme le disent les évolutionnistes? Il est important de souligner qu'il n'a pas été prouvé que les restes de dinosaures ont des millions d'années. Cela est simplement une affirmation de la théorie évolutionniste. Si vous demandez à un paléontologiste évolutionniste l'âge d'un os de dinosaure, voici probablement ce qu'il fera. D'abord, il essaiera de déterminer à quelle créature l'os appartient. Ensuite, il déterminera dans quelle couche de roche le fossile a été enterré. Puis il regardera à quoi correspond la couche de roche dans un livre ou un tableau de géologie. Le paléontologiste vous déclarera ensuite que l'os, par exemple, a 100 millions d'années. Il dira que l'os a cet âge-là parce que la couche de roche dans laquelle il a été enfoui a 100 millions d'années. Cependant, si nous demandions au géologue qui a écrit le livre de géologie comment il connaît l'âge de la roche, il nous répondrait probablement qu'il est certain que la couche de roche a au moins 100 millions d'années parce qu'on y trouve tel type particulier de fossiles de dinosaures. En fait, on date les fossiles à l'aide de la couche de roche et on date la couche de roche à l'aide des fossiles. Voici ce qu'on appelle un raisonnement circulaire et ce n'est pas ce qu'il y a de mieux en matière de logique. Si, comme le dit la théorie évolutionniste, une espèce se transforme graduellement en une autre, alors nous pourrions certainement nous attendre à trouver plusieurs types intermédiaires. Des poissons qui commenceraient à devenir amphibiens, ou des reptiles qui commenceraient à avoir des ailes. Le docteur Duane Gish de l'Institut de recherche pour la création à San Diego, spécialiste du sujet, nous donne ici son point de vue. Le registre fossile est souvent cité par les évolutionnistes comme preuve de leur théorie. En fait, il constitue un obstacle embarrassant pour la théorie de l'évolution et apporte plutôt un argument en faveur de la conception d'une création spéciale. Par exemple, si la théorie de l'évolution est vraie, alors le registre fossile devrait commencer par des formes de vie très simples qui évoluent graduellement vers des formes de vie de plus en plus complexes. Et bien sûr, si la théorie de l'évolution est vraie, nous devrions trouver un nombre considérable de types intermédiaires ou de formes de transition ou encore ce que nous pourrions appeler des espèces entre deux. D'un autre côté, si la création est une réalité, la trace des fossiles devrait commencer par des formes de vie très complexes pour lesquelles nous ne pourrions trouver aucun ancêtre. Ainsi, nous ne pourrions pas nous attendre à trouver des formes transitoires ni entre les espèces créées, ni entre les types fondamentaux de plantes ou d'animaux. Observons donc le registre fossile et voyons ce qu'il révèle vraiment. Dans la couche cambrienne, dont les évolutionnistes nous disent qu'elle s'est déposée il y a environ 600 millions d'années, nous trouvons un formidable assortiment de formes de vie très complexes. Par exemple, nous trouvons les trilobites. Ils sont si complexes que les évolutionnistes ont estimé que leur origine remonterait peut-être à 2 milliards d'années. Si tout cela est vrai, alors, dans la couche pré-cambrienne, couche qui se situe généralement sous la couche cambrienne, nous devons trouver les ancêtres de ces invertébrés complexes. Plusieurs de ces roches n'ont pas été endommagées et présentent des fossiles parfaitement préservés. Que trouvons-nous dans ces roches précambriennes? Nous pouvons certainement dire ceci. Nulle part sur la Terre,
nous n'avons jamais été capables de trouver aucun ancêtre à l'origine de ces animaux cambriens. Aucun ancêtre d'où auraient évolué les éponges, les méduses, les concombres de mer, holoturies, les oursins, les brachiopodes, les vers ou autres créatures semblables. Les évolutionnistes ont trouvé ce qu'ils croient être les fossiles de bactéries et d'algues microscopiques, de créatures unicellulaires et microscopiques. Mais nous n'avons jamais rien trouvé entre deux. En d'autres termes, ces animaux complexes apparaissent brusquement complètement formés et sans ancêtres à partir desquels ils auraient évolué. Ce qui, d'un point de vue créationniste, est tout à fait normal. Les évolutionnistes croient aussi que l'un de ces invertébrés a évolué en vertébrés. Ils croient que les poissons étaient les premiers vertébrés. Les vertébrés sont des animaux possédant un squelette interne ou colonne vertébrale, contrairement aux invertébrés qui ont soit un corps mou, soit une coquille. Ils croient que le passage des invertébrés aux vertébrés a demandé 100 millions d'années. Si cela est vrai, alors bien sûr, nous devrions trouver un grand nombre de types intermédiaires dans le registre fossile. Que trouvons-nous réellement? Aucune forme de transition n'a jamais été trouvée. Les poissons apparaissent brusquement, complètement formés et absolument sans ancêtres trouvés à ce jour. And absolutely no ancestors for the fishes have ever been found. Nous voici donc devant la même conclusion au sujet des vestiges du registre fossile. Aucun type intermédiaire entre invertébrés et vertébrés, aucun type intermédiaire entre poissons et amphibiens, aucun non plus entre amphibiens et reptiles, et aucun entre reptiles et mammifères. En bref, aucun type intermédiaire n'a jamais été trouvé nulle part dans le monde, ni vivant, ni fossilisé. Mais se pourrait-il que nous les ayons manqués ou laissés passer? Observons l'une des dites étapes les plus importantes, de celles qui pourraient difficilement être ignorées, celle du développement de la capacité de voler. La capacité de voler est une chose étonnante. Cela demande une coordination des muscles du cerveau et des os qui semble indiquer si clairement une conception intelligente et créatrice. Mais selon la théorie de l'évolution, la capacité de voler s'est développée au cours du temps avec la chance et la lutte pour la survie. La capacité de voler, en fait, s'est développée chez 4 groupes différents. Les insectes, les reptiles, les mammifères et les oiseaux. En parlant d'insectes, les premiers insectes volants trouvés dans le registre fossile ont des ailes complètement formées, complètement opérationnelles, tout comme celles des insectes d'aujourd'hui. En parlant des reptiles volants, les ptérodactyles, qui ont des ailes immenses faites des membranes qui peuvent s'étendre sur une envergure de 18 mètres. Si ces formes ont évolué depuis un reptile qui court, il devrait y avoir des centaines de formes transitoires, au moins, qui montrent comment l'évolution de pattes en ailes a pu se produire. Jusqu'à présent, pas une seule forme transitoire n'a été trouvée. Lorsqu'on parle de mammifères volants, il s'agit de chauves-souris. Ils sont parmi les groupes les plus spéciaux de mammifères que nous ayons. Cependant, on les trouve très tôt dans le registre fossile des mammifères et ils ressemblent exactement au genre des chauves-souris que nous avons aujourd'hui. Alors qu'on parle de ces groupes, les insectes, les reptiles, les mammifères, l'évidence est limpide. Le degré d'intégration de ces groupes semble indiquer clairement qu'il y a eu création. Si la théorie d'évolution était vraie, nous devrions voir des milliers de formes transitoires et pourtant aucune n'a été trouvée. Et lorsqu'on parle d'oiseaux, cela change un peu. Ici au moins, les évolutionnistes croient qu'ils ont trouvé un exemple de chaînon manquant. Il s'agit d'un type inhabituel d'oiseau, l'Archéoptéryx. L'Archéoptéryx a des ailes et des plumes comme un oiseau, mais sur ses ailes il y a des griffes. Et il n'y a pas de bréchet sur le sternum, et le bec porte des dents. Voici donc des éléments normalement associés aux reptiles. J'avais l'habitude de dire à mes étudiants à l'université, quand j'enseignais l'évolution, voici un exemple parfait du chaînon manquant. Observons de plus près cet Archéoptéryx. Si nous regardons les dents, assurément, aucun oiseau vivant n'a de dents. Mais certains oiseaux, fossiles, en ont un. Certains reptiles ont des dents, d'autres non. Cette caractéristique particulière n'est pas vraiment importante à distinguer les deux groupes. Des griffes sur les ailes. Il y a des oiseaux vivants aujourd'hui tels que l'autruche qui ont des griffes aux ailes. Pas de bréchet. Il apparaît que l'Archéoptéryx a une fourchette très solide. C'est là que les muscles s'attachent pour produire les efforts des ailes. En fait, une plume d'Archéoptéryx possède une tige très solide,
ce qui est une caractéristique chez les oiseaux de grand vol. La plupart des scientifiques ne considèrent plus l'Archéoptéryx comme un oiseau primitif, mais comme un oiseau de grand vol. Qu'en est-il de l'évolution des pattes en ailes? De nouveau, nous voyons chez l'Archéoptéryx des ailes complètement développées et fonctionnelles. Aucun indice d'une quelconque transformation de pattes en ailes. Des plumes? Chez l'Archéoptéryx, elles sont complètes, bien développées, avec de petits crochets et des œillets les tenant ensemble. Nous n'avons aucun indice d'une quelconque transformation d'écailles en plumes. En fait, il y a quelques années, nous avons trouvé des os de quelques oiseaux normaux de la même formation géologique que l'Archéoptéryx. Les spécimens d'Archéoptéryx que nous avons ne peuvent être les ancêtres de ces oiseaux-là. Dans ce cas-ci, nous voyons une preuve de la création. Différentes espèces d'oiseaux de plusieurs variétés existent telles qu'à leur première apparition dans le registre fossile. L'autre exemple pris par les évolutionnistes est celui de cheval. Dans ce cas, il semble qu'il y a pu avoir une transition. L'histoire nous montre l'évolution d'un petit animal avec plusieurs orteils en un grand animal avec un seul orteil. De plus amples informations nous ont maintenant obligés à abandonner cette idée. Le problème de la taille n'est pas crucial. Il est maintenant possible d'élever des petits chevaux de 40 cm de hauteur seulement. Que dire des soi-disant down horse? Nous savons maintenant que ce n'est pas un cheval. C'est un blaireau des montagnes ou un type de lapin que les scientifiques ont appelé un hyrax. Le nom officiel c'est Hyracotherium. C'est l'ancêtre non pas du cheval, mais du blaireau des montagnes et du lapin qui vivent encore aujourd'hui. Que dire alors des formes transitoires qui montrent comment le nombre d'orteils s'est graduellement réduit? À nouveau, pour ce cas, on retrouve toutes ces formes enterrées dans les mêmes formations géologiques, ce qui indique qu'elles vivaient à la même époque et ne pouvaient donc pas être les ancêtres les unes des autres. Cela correspond plutôt à la scène que nous pouvons voir autour d'un point d'eau en Afrique, où des animaux de différentes tailles et formes, des animaux avec peu d'orteils et avec beaucoup d'orteils, vivaient tous ensemble au même moment. Le Grand Canyon, l'un des sites les plus impressionnants du monde. Chaud, sec et désert, il s'étend sur des centaines de kilomètres. Comme les couches d'un gâteau, les différentes strates reposent les unes sur les autres. La plupart d'entre elles, des roches sédimentaires, ont été déposées par l'eau, mise en place lorsque l'eau s'est retirée, puis recouverte par une nouvelle couche amenée par des flux successifs. Le docteur Arthur Chadwick, géologue à l'université de Loma Linda en Californie, a passé plusieurs années dans le canyon. Il examine avec soin les propriétés spécifiques de chaque couche et régulièrement publie ses résultats dans des revues scientifiques de géologie. Avec son assistant, il mesure le paysage et les caractéristiques des différentes couches racontent leur propre histoire. Ce qui est unique dans le Grand Canyon, c'est que les couches sont visibles. Les couches elles-mêmes ne sont pas uniques. On les trouve ailleurs dans le monde. Mais ici, on peut voir sur plus d'1 kilomètre de profondeur les différentes couches, alors qu'ailleurs, on ne voit que la couche du dessus. Notre étude nous a amenés à l'ouest d'ici, à Monono Creek, où il y a une falaise qui surplombe les environs de 250 mètres. Dans cette région particulière, les sédiments au-dessus de la falaise se retrouvent également 150 mètres plus bas. Ceci voudrait dire qu'il y a eu 150 à 200 mètres d'eau au moment où ces couches se sont déposées. Comme il a fallu une très grande énergie pour que ces couches soient déposées, il s'ensuit que le processus qui s'est déroulé a dû être très puissant.
Cela va à l'encontre de la pensée traditionnelle. En fait, ces couches ont dû se déposer très rapidement. Cela ne veut pas dire que toute la colonne s'est accumulée en peu de temps nécessairement, mais cela veut dire qu'une simple couche est venue presque instantanément se déposer par un processus de courant de turbidité. Les courants de turbidité ont été reconnus dans les 30 ou 40 dernières années comme un important processus de sédimentation. Ce qui est unique est qu'ils se produisent aussi vite. Le sédiment se dépose dans des régions qui font jusqu'à 160 000 km². Le sédiment avance à 90 ou 100 km/h. Ainsi, il y a une accumulation très rapide de grandes quantités de sédiments dans une région donnée. Ceci a changé toute notre façon de penser sur le processus qui a fait déposer ces couches dans le canyon. Non seulement les études de géologie montrent que la plupart des couches du canyon se sont rapidement déposées sous des conditions d'inondation massive, mais elles indiquent également que l'érosion du canyon, jusqu'à sa forme actuelle, s'est produite rapidement. Ce n'était pas l'érosion lente de la rivière Colorado qui a creusé le canyon, un processus qui aurait pris des millions d'années. Le canyon semble avoir une origine bien plus catastrophique. Beaucoup de créationnistes croient que la plupart de ces grandes formations géologiques trouvent leurs origines dans les bouleversements et les conséquences spectaculaires du déluge qui s'est produit sur toute la Terre à l'époque de Noé. Ces falaises qui subissent l'érosion ici, au bord de l'océan Pacifique, près de San Diego, Californie, donnent une assez bonne impression de la grande puissance d'énormes quantités d'eau en mouvement. Aussi, la question de savoir si le déluge aurait réellement pu avoir des conséquences au niveau géologique trouve une réponse positive évidente. Quant à savoir ce qui provoqua le déluge et comment le monde a pu être recouvert d'eau, nous n'avons peut-être pas toutes les réponses. La Bible dit cependant, dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, que le monde alors périt submergé par l'eau. Et le mot submergé dans le grec signifie en fait cataclysme. En d'autres termes, ce texte parle d'un cataclysme mondial au cours duquel toute la géologie, la géographie et la topographie furent changées. Quittons le Grand Canyon pour un autre cimetière géant de fossiles, les veines de charbon. Profondément dans la terre, on peut extraire de l'or noir. Qu'est-ce que le charbon? C'est les restes de grandes masses de matière végétale enterrées. Dans beaucoup d'endroits, l'élément principal était des grands morceaux d'écorce d'arbres. Compressés et carbonisés, ces restes noircis sont devenus une source d'énergie valable. Comme à l'heure actuelle, nous ne trouvons nulle part de veines de charbon en formation, plusieurs chercheurs se demandent quelles circonstances ont pu produire ces veines. Comment le charbon a-t-il été formé? Le docteur Stephen Austin, géologue et spécialiste, a étudié cette question en profondeur. Il existe deux théories sur l'origine du charbon. La première est la théorie du marécage et la deuxième celle du déluge. La théorie du marais suggère que les plantes qui ont formé ce charbon se trouvaient dans des marais il y a des millions d'années. L'accumulation de matière végétale a formé une épaisse couche de tourbe. Elle fut plus tard compressée, puis adurcie en pierre pour donner ce que nous appelons le charbon aujourd'hui. La théorie du déluge dit que les plantes qui ont formé le charbon n'ont pas poussé sur place, mais ont été transportées depuis un autre endroit. En d'autres termes, qu'elles ont été apportées par l'eau. Les dépôts de charbon se trouvent toujours dans les sédiments déposés dans l'eau et sont communément associés à d'énormes quantités de fossiles marins. Les recherches du Dr Austin dans les veines de charbon aux États-Unis ont montré que plusieurs couches de charbon avaient été déposées à l'origine sur le fond de l'océan, sous d'énormes masses flottantes de végétation. Ces tapis de débris flottants ont été faits de forêts entières, d'arbres déracinés et de plantes balayées de la terre lors d'une inondation immense et catastrophique du type du déluge de l'époque de Noé.
Des matières végétales imprégnées d'eau comportant particulièrement des écorces d'arbres détachées ont coulé au fond sous les tapis flottants poussés par les vents, les courants et les vagues. Plusieurs couches de débris de plantes se sont accumulées ainsi et ont été enterrées sous des sédiments de boue qui se sont plus tard transformés en roches. Le résultat de ce dépôt est que dans certains cas, l'on trouve des troncs d'arbres fossilisés enterrés dans des positions différentes et traversant des couches épaisses de charbon et autres sédiments. Mais combien faut-il de temps pour transformer des plantes en charbon? La plupart des gens pensent qu'il faut des milliers ou des millions d'années. Mais cela n'est pas vrai. L'idée qu'il faut beaucoup de temps pour former le charbon n'est pas soutenable d'un point de vue géologique, car il est possible de former du charbon en peu de temps. La pression n'est pas le facteur majeur dans la formation du charbon, parce que dans bien des endroits, spécialement ici à l'est des États-Unis, le charbon se présente dans des strates tordues et déformées qui ont été sujettes à de très fortes pressions. Cependant, elles ne montrent pas un degré de houillification tel qu'il serait si la pression était le facteur majeur qui forme le charbon. Le véritable facteur de formation du charbon est la température. Et la plupart des gens sont maintenant d'accord sur ce fait. Un échauffement bref des plantes peut expliquer la formation de la roche noire, dure et compacte que nous voyons aujourd'hui. Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ces faits? Pendant notre voyage à travers la nature et dans le monde des fossiles, nous avons fait ressortir les points suivants. Tout d'abord, le charbon a pu se former facilement à partir de grandes masses de matière végétale sous haute pression et à température élevée, en l'espace de quelques minutes ou quelques heures. Aussi n'est-il pas nécessaire d'avoir une longue période pour former des couches carbonifères. Deuxièmement, nous n'avons trouvé aucune preuve de l'existence de formes intermédiaires entre les différentes espèces supposées exister, d'après la théorie évolutionniste. Si cela est le cas, il n'y a aucune preuve scientifique contre le postulat de la création spéciale suivi par une catastrophe à l'échelle mondiale qui a produit les cimetières géants. Et si cela est le cas, on ne peut fournir aucune preuve contre la création spéciale, mais plutôt contre la théorie de l'évolution. C'est ici, au Grand Canyon, que la quête de nos origines prend fin. Alors que le soleil descend, la journée se termine. On est amené à se poser une question. Si une dévastation aussi terrible a pu se produire dans un endroit aussi beau et créé avec tant d'amour par Dieu, une deuxième dévastation pourrait-elle se produire à nouveau? La Bible dit que oui. Cette terre sera jugée, non par l'eau mais par le feu, de nouveau à cause du péché et de la méchanceté de l'homme. Y a-t-il une solution? La Bible dit que quiconque met sa vie entre les mains du Fils de Dieu, Jésus-Christ, sera sauvé. Par la grâce de Dieu, vous pouvez prendre cette décision à ce moment précis et être sauvé pour l'éternité. S'il vous plaît, n'attendez pas, car personne ne connaît ni le jour ni l'heure.